Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Expertise et experience. Chapitre 1. De la subjectivité dans l'action publique, entre petits gestes et contraintes. Fabrizio Cantelli. 1. Introduction. Actuellement, la régulation politique procède de plus en plus par l'externalisation. L'État délègue ainsi à des acteurs des missions de service public dans plusieurs domaines d'activité. Préférée à politique publique, la catégorie action publique ne peut d'ailleurs être pleinement intelligible que si on l'appréhende comme une manière de prendre au sérieux les déplacements et les changements du politique, ses manières de faire ainsi que son métissage avec le social. En Belgique, les associations occupent un rôle important dans la construction de l'action publique, en particulier pour répondre à la nouvelle question sociale. Au-delà de leur mobilisation dans l'espace politique, que l'on peut par ailleurs également observer, elles agissent directement auprès de personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité. De nombreux travaux ont déjà analysé les associations dans l'évolution et la reconfiguration des politiques publiques. Il s'agit ici de prendre en considération et de mesurer la subjectivation de l'action publique, en particulier face à la nouvelle question sociale. En effet, des dispositifs d'action publique, accompagnement individuel, coaching, projets, contrats, etc., développent auprès des usagers des prétentions à agir sur leur subjectivité. En Belgique, les personnes sans emploi sont désormais sommées de démontrer qu'ils cherchent un emploi et qu'elles s'assument, qu'ils sont dynamiques et responsables. Les bénéficiaires du revenu d'intégration, anciens Minimex, doivent également s'engager dans un projet, être actifs, etc. Au-delà des politiques sociales, d'autres secteurs en Belgique sont concernés par cette individualisation de l'action publique, qui s'exprime aujourd'hui avec un accent particulier, mais il serait opportun de l'historiciser davantage. Parmi ces secteurs, la prévention du VIH-Sida en Belgique francophone, en phase de normalisation médico-institutionnelle où la présence de thérapies s'accompagne d'une fragilisation du secteur préventif, constitue un analyseur pertinent. Précisons que ce sont 4 associations de prévention du VIH-Sida qui seront examinées dans ce chapitre. CIREA, 1983, qui agit auprès des personnes migrantes, Espace Page, 1988, auprès de femmes prostituées, Modus Vivendi, 1994, auprès des usagers de drogue et Execo, 1994, auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. L'exercice, précisons-le, ne s'apparente pas à une entreprise comparative. Il s'agit plutôt d'analyser et de comprendre comment et dans quelle mesure ces acteurs, renvoyant à des problématiques différentes, mettent en pratique une action publique au plus près d'usagers vulnérables. Ces acteurs se penchent sur des individus vulnérables tout en présumant qu'ils sont porteurs d'une expertise, qu'il faut leur reconnaître, en plus de leur propre expérience pour chacune, dans l'action publique menée au quotidien auprès des usagers, l'apprentissage de la confiance en soi coexiste avec une accentuation du sens du devoir. C'est une piste de réflexion différente qui sera développée. En effet, c'est la capacité en tant que forme de responsabilité insistant sur le pouvoir des usagers qui sera principalement analysée dans ce chapitre. Si cette piste a déjà été approfondie dans des travaux de théorie politique ou de psychologie politique, il s'agit ici de comprendre comment s'élabore pratiquement le travail sur la subjectivité des usagers dans la mise en œuvre de l'action publique. Quelles sont les modalités concrètes de reconnaissance et d'intégration de la capacité de l'usager ? Par quels gestes ? Quels objets ? On pose comme hypothèse qu'il est intéressant d'observer dans quelles conditions peut s'opérer le passage d'une position de public comme destinataire, représentation qui lui confère de la passivité, à celle de public comme usager, représentation qui lui accorde la capacité de s'approprier voire de détourner. L'expérience des différents usagers est reconnue, mais le travail d'équipement ou de consolidation des capacités va participer à construire un savoir-faire expert pratique. Cette contribution entend situer ces modalités de reconnaissance d'expertise en éclairant les conditions d'accomplissement de l'action publique, se muant souvent en contrainte. L'analyse de l'action publique menée par ces associations de prévention du VIH-Sida, au travers de certains dispositifs,
permet d'examiner à la fois les logiques à l'œuvre dans des domaines d'activité singuliers et auprès de publics marqués par une précarité sociale et par des vulnérabilités multiples. Prostitution, homosexualité, toxicomanie et migration. En guise de conclusion, 3 dimensions heuristiques seront élucidées, pragmatiques, expérimentales et éthiques. 2. Les usagers de drogue, citoyens experts et sous contrat. Outre d'autres dispositifs, l'association Modus Vivendi organise des opérations boule de neige, consistant en la formation d'un groupe d'usagers de drogue ou plus rarement, d'anciens usagers de drogue qui ira faire de la réduction de risque auprès de ses pairs. Les usagers recrutés sont appelés des jobistes. La méthode est participative et entend, par ces dispositifs de prévention par les pairs, reconnaître le savoir et les capacités des usagers de drogue. La proximité entre les usagers de drogue est comprise comme une ressource permettant d'élaborer un travail de prévention qui fait boule de neige. D'une part, que ceux qui ont été formés recrutent à leur tour des usagers qui vont ensuite devenir eux-mêmes jobistes, et d'autre part, que les connaissances plurielles autour du sida, des infections sexuellement transmissibles, IST, des hépatites, des risques objectifs et des lieux d'aide se stabilisent auprès des publics et des sous-publics concernés. Précisons les enjeux se tissant autour de ce que nous nommons travail de capacitation, axé sur une forme de responsabilité insistant sur le pouvoir et la capacité des individus. L'idée est de reconnaître l'expérience pratique des usagers, de les former et de les équiper. Les usagers sont dans ce schéma présupposé capables de faire de la prévention du VIH auprès de leurs pairs. Problématisons ce dernier lien car la sémantique de la méthode ESPER, jouant sur la confusion entre expert et pair, ne facilite pas la compréhension. S'ils sont déjà experts, entendus au sens strict, ils ne devraient pas suivre une formation, ils ne devraient pas assimiler une série de connaissances, etc. L'usage conceptuel du travail de capacitation rend davantage compte de la prétention subjectivante s'incrustant dans les pratiques associatives, visant à la fois à leur reconnaître une capacité initiale et à la consolider, sur un mode processuel et progressif. Voyons à présent les étapes, au nombre de 6 si on reprend le guide méthodologique édité par l'association. Séance de présentation du dispositif boule de neige aux candidats jobistes, séance de réflexion sur l'objectif de la prévention et le rôle de chacun, séance d'information médicale sur le VIH, les hépatites, etc., séance de jeu de rôle et de travail sur le questionnaire comportant 31 questions, phase de terrain, séance d'évaluation. Lors de la première séance, les termes du contrat sont présentés aux futurs jobistes. La rémunération advient seulement une fois que le jobiste est arrivé à la fin du parcours d'information, de formation et de terrain. Il y a une volonté de sortir du volontariat et du bénévolat. Chez Modus Vivendi, l'usager de drogue jobiste signe un engagement, a des comptes à rendre et doit les respecter s'il veut obtenir la gratification économique, sans que celle-ci ne soit d'ailleurs construite par les travailleurs comme étant le moteur unique de sa participation. Le rôle des animateurs est là pour mettre à l'épreuve les savoirs des usagers jobistes, les accompagner. Ceux-ci doivent contacter l'animateur dès lors qu'ils sont face à un blocage. On reconnaît leur expérience pratique d'usagers de drogue mais pas un savoir expert sacré pour autant. Le travail de capacitation prétend renforcer les pouvoirs et les habilitations de l'individu dont il dispose déjà. L'association part de l'usager et le reconnaît en tant que porteur d'expérience et de savoir pour ensuite le rendre capable de gérer l'objet questionnaire, le cadre d'interaction dans lequel il s'inscrit et les informations qu'il a à faire circuler auprès de chaque pair. L'objet questionnaire remplit une fonction cognitive et sociale importante pour l'association. Il permet de réunir des données qualitatives et quantitatives, et pour l'usager jobiste, il est un prétexte pour aller vers le consommateur de drogue. L'économie de ces pratiques visant à la capacitation des usagers ne peut être envisagée si l'on ne précise pas à quel point les usagers jobistes ne sont pas considérés comme des clients qui ont toujours raison. Le texte de la brochure posant les grandes lignes de la méthode l'indique de manière explicite. L'autre extrême serait de prétendre, au nom de la citoyenneté, que les seuls détenteurs d'un savoir sur la question sont les usagers de drogue. Les animateurs veillent à ne pas se perdre dans des discussions sans fin, où l'on parle de tout et de n'importe quoi, ce qui est aussi le meilleur moyen d'échapper à la réalité, celle du sida et des hépatites, comme de la sexualité par exemple.
L'éclairage des conditions d'accomplissement de ces gestes pointe à la fois un retard des usagers aux séances et un départ plus tôt que prévu. Il y a également une sous-représentation de femmes parmi les usagers de drogue recrutés. L'association témoigne également d'une présence faible d'anciens consommateurs dans la mesure où ils ont tendance à développer un discours autour de l'arrêt et de l'abstinence, plutôt qu'à en rester au niveau de l'explicitation des risques objectifs. En résumé, le dispositif examiné ici et aussi plus particulièrement les objets convoqués tels que le contrat, le questionnaire, révèle comment une action publique entend reconnaître mais aussi augmenter et construire les pouvoirs, les habilitations, bref les capacités des usagers de drogue. La prise en considération des conditions d'accomplissement de cette action publique a mis en lumière à la fois les marges étroites, l'économie pratique et le tissu de contraintes qui traversent la subjectivation de l'action publique. Passons à présent à l'association suivante, qui agit auprès de personnes homosexuelles. 3. Produire une action préventive auprès des homosexuels, la force des contraintes. Ex-Aequo est une association de prévention du VIH/SIDA et des IST. Elle intègre les personnes homosexuelles dans les évaluations des différents projets et dans la tournée des bars. L'usager est ici appréhendé comme un bénévole et n'est donc pas rémunéré pour sa participation aux activités et aux projets. Il est appelé volontaire et il suit également une formation. Il n'y a pas de lieu d'accueil spécifique pour les usagers. La présence physique des usagers dans le local associatif ne cadre pas avec la politique défendue par l'association, et elle n'en aurait pas les moyens. La prétention de ces dispositifs est de reconnaître l'expérience vécue des usagers gays et leur capacité à produire un acte préventif ou expressif, évaluatif sur une campagne de prévention, une bande dessinée, un slogan, etc. L'analyse des conditions d'accomplissement des pratiques à prétention capacitante indique qu'il est difficile de faire de la proximité et du lien avec les usagers. Ce constat est partagé en Europe par l'ensemble des associations de prévention du sida en milieu homosexuel. Cette difficulté est d'autant plus fragilisante que les homosexuels masculins, avec les personnes migrantes africaines, sont fortement touchés par l'épidémie de sida en Belgique. À cela, s'ajoute la persistance de comportements sexuels sans protection, l'amélioration de la qualité de vie des personnes homosexuelles séropositives et la médiatisation de débats en France sur le relâchement dans les comportements sexuels, relapse. L'effectif est constitué d'un temps plein, chargé également de la coordination générale et de 2 mi-temps, un autour de la communication de l'association, gestion du site internet notamment, et un autour des projets liés à l'orientation sexuelle dans les écoles. Ces ressources limitées inclinent l'association à repenser son rapport à l'usager et aux formes de la prétention capacitante mise en œuvre. On note une accentuation de la gestion à distance des usagers, se traduisant par l'usage croissant du téléphone et surtout la sophistication du site internet. Il s'agit plus de bricolage, sans aucune connotation péjorative, que d'une démarche volontariste. Le personnel associatif se donne les moyens de prendre le temps nécessaire pour répondre à des demandes sans être bloqué dans l'avancement de son travail administratif ou dans ses activités quotidiennes. Voyons le travail de prévention dit de rue, sur les lieux de drague, dans les bars, dans les saunas, dans les discothèques, etc. Ce travail de proximité, caractérisé comme étant celui attaché à créer les conditions de la rencontre au plus près des zones de disponibilité des publics concernés, se fait en collaboration avec des volontaires qui accompagnent les permanents pour aller vers les usagers et leur distribuer du matériel de prévention, des préservatifs, du gel à base d'eau et répondre à leurs questions. La mise en œuvre de cette dynamique se complique aujourd'hui à cause de l'effectif limité de permanents, de la possible défection des volontaires en dernière minute, du caractère risqué de ce travail de proximité pour les bénévoles qui peuvent éprouver des difficultés à gérer l'interaction. En outre, le réseau commercial, à savoir les bars et les lieux gays en Belgique, ne se montre pas demandeur de partenariats plus poussés avec les acteurs de la prévention du sida. Ce constat, qui n'est pas nouveau mais qui a tendance à se consolider avec le temps, a été répété lors de la journée organisée pour les 10 ans de l'association.
Le contexte de normalisation du sida donne lieu pour cet acteur associatif à une situation mêlant en parallèle une avancée au niveau des droits formels liés au mariage et à la lutte contre l'homophobie, une tendance à la fragilisation des organismes de prévention, au désengagement militant et une persistance des vulnérabilités liées aux infections sexuellement transmissibles, IST, aux hépatites et au VIH-Sida. Bref, ce paysage de l'action publique, mobilisé par cette association de prévention du VIH-Sida auprès d'homosexuels, renvoie effectivement à des logiques qui sont congruentes avec une prétention capacitante des individus. Pour autant, ce qui semble surtout caractériser cette association, ce sont les conditions d'accomplissement qui contraignent la mise en œuvre d'une politique de proximité. Le point suivant entend approcher plus particulièrement la prévention du VIH-Sida auprès de personnes prostituées, au travers de l'action publique menée par l'association Espace P. 4. La responsabilisation en acte et en objet, agir auprès des personnes prostituées. La méthode préconisée par Espace P est d'intégrer la personne prostituée dans ses propres démarches sociales, sanitaires et administratives. On peut y déceler un repérage et une répétition de la capacité de la personne prostituée à faire face. Ce type de travail jouant sur une prétention à agir au niveau de la subjectivité est en phase avec une responsabilisation accentuant le pouvoir de l'individu. Cela se cristallise dans une série de pratiques, de discours et d'objets. Suivons ce que dit une travailleuse sociale. C'est vraiment rendre la personne autonome et la renvoyer à sa responsabilité. Chose en milieu de prostitution qui est fort inexistant finalement. Tu fais le choix de ne pas te soigner, c'est ton droit. Tant pis. Point. Mais nous, on t'a informé. Sache que tu peux revenir pour avoir un soutien, on peut t'orienter, on peut t'aider, mais c'est toi qui dois faire la demande. Nous, on ne va pas faire ça à ta place. Tu veux téléphoner, d'accord. Le téléphone est là, je suis à côté au cas où j'entends que cela ne se passe pas bien. Mais d'abord tu essaies. Toi t'appelles. Donc c'est des petites choses, des petits actes qui sont mis en place mais qui revalorisent la personne dans la possibilité de pouvoir donner un coup de fil pour une demande sociale ou pour n'importe quoi ou au CPAS, Centre public d'action sociale. C'est les responsabiliser de ce dont elles sont capables de faire. À ce travail de capacitation s'oppose, selon le personnel associatif, un univers de sémantique et d'acteurs qui sont qualifiés d'assistanat, de cocooning ou de victimisation. Prendre au sérieux les conditions d'accomplissement de l'action publique s'avère utile, si on veut comprendre les prétentions subjectivantes qui s'y déploient. Situé en plein cœur du quartier de la Gare du Nord à Bruxelles, où des personnes prostituées sont derrière des vitrines, le local n'est pas très grand. Dès que l'on entre, un petit salon avec plusieurs divans fait office de lieu d'accueil des personnes prostituées. À droite et sans cloison se situent 2 bureaux l'un en face de l'autre, chacun muni d'un ordinateur. Plus loin encore, après avoir ouvert une porte, on trouve le local où s'effectuent les visites médicales. 3 grands dispositifs sont présents dans cette association, les permanences médicales gratuites, le travail de rue et l'aide sociale. L'équipe de l'antenne de Bruxelles est constituée d'une coordinatrice, de 2 travailleurs sociaux et de 2 médecins. La notion de capacitation permet de rendre compte de l'accentuation des pouvoirs des individus, alors même que ceux-ci sont vulnérables, en situation de précarité et ne sont pas faciles d'accès. C'est pourquoi les travailleurs sociaux d'Espace P soulignent l'importance du travail de rue et des permanences médicales dans la mesure où les prostituées ne se déplacent pas facilement vers les locaux de l'association. S'organisant autour de 2 travailleurs, le travail de rue rend possible le lien et la proximité avec les personnes prostituées et donc l'éventuelle reconnaissance de l'expertise. L'offre d'une aide médicale est mise au premier plan de l'interaction avec la personne prostituée et contribue à augmenter les chances d'une interaction qui marche, c'est-à-dire que la personne prostituée regarde et écoute, jauge crédible le travailleur social, assimilé en quelque sorte à un médecin. Il parvient de la sorte à sortir à la fois des catégories du client potentiel et de la police et accepte de prendre l'objet Q' et la carte présentant Espace P avec son adresse, son numéro de téléphone et des informations sur les permanences médicales. Il y a une instrumentalisation de la dimension médicale afin de créer, dans le chef de la personne prostituée, la confiance initiale envers le travailleur social,
ce qui fluidifie l'interaction et renvoie à un système d'adaptation aux spécificités du milieu prostitutionnel. Les caractéristiques de la prostitution contemporaine complexifient la tâche du personnel associatif dans la mise en œuvre de l'action publique auprès des usagers. Par exemple, pour faire un travail de montée en expertise, il faut parler la même langue que les personnes prostituées. Or, le profil de la prostitution à Bruxelles, plus qu'en Wallonie, s'est fortement internationalisé, mettant en présence des femmes africaines parlant anglais, des femmes russes, roumaines, bulgares qui ne parlent pas français et peu l'anglais. Il y a aussi la disparition de filles sans compter sur leur mobilité. Ce constat se confirme au travers de la difficulté d'effectuer des campagnes de vaccination gratuites et anonymes, lancées en 1995, jusqu'au bout avec certaines femmes. On ne peut ignorer non plus les politiques répressives d'expulsion des personnes prostituées migrantes et illégales. Concrètement, une personne prostituée avec laquelle le personnel associatif a déjà entamé un travail de prévention peut être amenée à quitter le territoire et à sortir, du jour au lendemain, de la relation construite avec le dispositif. Suivons le récit d'un travailleur social. Une jeune Roumaine rencontrée au Midi, gare du Midi, qui accroche super bien avec moi. Je la vois une seule fois dans le café. Elle vient toute seule ici, dans le local de l'association. C'est déjà une démarche. En m'ayant vu une fois, c'est déjà très étonnant. Voilà, je veux parler au monsieur là. Je ne sais pas pourquoi, je te fais confiance. Elle arrive et me dit ça. J'ai un problème, la prostitution, j'en peux plus. Je suis obligée de le faire. Mon mari est proxénète. Il est au pays avec mon fils et sa sœur, qui travaillent avec moi, qui me surveillent. Je dois faire attention. Aide-moi à m'en sortir. Pendant 1 mois et demi, j'ai fait du travail avec elle pour remettre sa situation en ordre, creuser des pistes. Je commençais à lui faire comprendre qu'il y avait des solutions en Belgique, si elle déposait plainte. Qu'elle voulait pas absolument. Mais elle commençait à envisager. Puis un jour devant nos yeux rafle. La police débarque. Embarquée. Je ne l'ai plus jamais vue. Là, quelque part, c'est saboter sérieusement mon travail quoi. Le régime de violence des clients et l'insécurité liée au quartier jouent comme un ressort négatif sur la mise en œuvre de l'action publique et sur l'interaction entre le personnel associatif et la personne prostituée, car cela peut accroître la méfiance de la personne prostituée, mais aussi sur l'entreprise visant à consolider son expertise. Ce travail sur la subjectivité des usagers fait émerger une culpabilité, mais aussi des doutes et des hésitations quant à la manière de gérer une situation, une information ou la communication avec un usager. Les réunions de débriefing, moments d'échange et de délibération en sont d'autant plus cruciales. Le traitement collectif de ces cas, le débat autour de questions épineuses permettent à chaque travailleur d'être épaulé dans son apprentissage moral et cognitif, et renvoie directement à une logique d'équipe où chaque membre est informé des situations du moment et le cas échéant devient à même de les gérer. En résumé, la notion de capacitation, désignant une responsabilisation insistant sur les pouvoirs, permet de mesurer l'économie de la subjectivation à l'œuvre dans l'action publique. Pour Espace P, il apparaît que l'action publique procède par des petits gestes et en enrôlant certains objets, cartes de présentation, préservatifs, etc., à une responsabilisation des prostituées. L'internationalisation et l'insécurisation du milieu prostitutionnel contribuent, nous l'avons vu, à infléchir les formes de l'action publique. 5. La capacité et la proximité, agir face à la précarisation des personnes migrantes. Parmi les nombreux dispositifs mis en œuvre par CIREA, une association de prévention du sida auprès de migrants, il y a des formations sur le corps humain, le système social, les IST et le sida, sur les accompagnements individuels, collectifs et communautaires des personnes vivant avec le VIH, sur l'élaboration d'outils de prévention, comme plusieurs romans photos, et enfin sur le travail de rue. La prétention capacitante se repère dans la reconnaissance de la capacité des usagers à parler d'eux-mêmes, et de leur maladie, et à faire des projets de nature différente. C'est le pouvoir de l'individu qui est visé, consolidé et retravaillé. Les formations dispensées sur les niveaux micro, le corps et macro, les institutions,
sont autant de dispositifs de renforcement des capacités des personnes migrantes en situation de vulnérabilité et de précarité, et même s'il s'agit d'espaces où l'usager, dans une situation d'exclusion et de précarité, est dans une relation d'aide classique et fortement asymétrique. De même, le travail de rue s'apparente à une stratégie de capacitation dans la mesure où il s'agit de partir du savoir et des connaissances des usagers pour ensuite confirmer, clarifier, voire corriger les croyances et les représentations de l'usager sur le sida, le préservatif, les personnes malades, etc. Cette proximité et le côté informel permettent de rapprocher les personnes rencontrées de l'association. C'est un travailleur qui, seul, mène ce travail de prévention de rue et distribue des préservatifs. Il s'agit d'aller vers autrui, d'assurer une présence, une disponibilité et d'informer, tout en étant dans l'informel, sur les différentes possibilités d'aide sociale et juridique, soit de manière directe suite à la présentation du cadre de l'association, soit au fil d'une conversation. À côté de quelques épisodes relatant des difficultés dans la prise de contact auprès de personnes qui s'estiment suspectées d'être malades du fait qu'on leur propose un préservatif, ou qui considèrent le travailleur comme un vendeur ambulant ou d'autres qui refusent qu'un petit jeune vienne leur faire la leçon, les contraintes les plus pesantes se situent au niveau des impératifs administratifs de mise sur papier et de catégorisation de ce travail de rue. La précarisation croissante des personnes migrantes constitue une donne à part. La séropositivité se surajoute à des situations de désaffiliation, de solitude, de déracinement, de rejet par la communauté, à des problèmes financiers et de logement, à la question de leur statut juridique, etc. L'augmentation du nombre de personnes migrantes vivant avec le VIH constitue une variable qui amène un saut quantitatif difficile à gérer pour l'association, en termes de gestion de travail et de temps passé auprès des usagers. Une recherche, réalisée par l'Observatoire du sida et des sexualités, évalue son dispositif d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH et constate qu'il n'est soutenu par aucune autorité publique, sauf en ce qui concerne le travail social individuel. Les politiques répressives d'expulsion des personnes sans titre de séjour ne sont pas indifférentes sur le cours des pratiques visant à reconnaître l'expertise des usagers. Le personnel associatif doit négocier à la marge. Si on veut comprendre sociologiquement les prétentions subjectivantes qui se logent dans l'action publique et ne pas les laisser flotter en dehors du social et du politique, il faut éclairer les interstices dans lesquels elles cherchent à s'inscrire. La mise en relief pragmatique de l'action développée par cette association impose de saisir en quoi elle n'est pas toute seule, et doit se frayer un chemin au milieu des politiques de régulation des flux migratoires, de gestion sécuritaire des questions liées à l'asile et à l'immigration. 60. L'association prend une part considérable dans la vie des usagers, notamment lors des mariages et des enterrements. La difficulté dans la gestion de la proximité et de la distance avec l'usager se prononce de plus en plus, d'autant qu'une conception familiale se donne à voir dans l'imaginaire préventif. La question de la gestion des deuils d'usagers décédés se pose, ce qui arrive moins fréquemment grâce aux thérapies, en tout cas en moins grand nombre que les premières années de l'épidémie, et éprouvent d'autant plus les travailleurs qu'ils s'impliquent et font parfois office de petites familles. Ils encaissent les coups et les souffrances, mais ils ne sont pas pour autant formés pour régler la distance et ne pas se laisser submerger. Cette complexité morale et émotionnelle contribue à augmenter le temps consacré aux débats et aux réunions. Quand il s'agit de vulnérabilités sur lesquelles le personnel associatif n'a pas de prise ou quand il apparaît débordé, 2 points sont mis en exergue dans l'espace associatif examiné. D'abord, on n'est pas des psys, et on ne cherche pas non plus à le devenir, et ensuite on réoriente l'usager vers des services plus compétents dès l'instant où cela s'impose. 6. Conclusion. Autour des dimensions pragmatiques, expérimentales et éthiques. Ce chapitre a cherché à comprendre comment l'action publique développe actuellement des dispositifs de subjectivation d'usagers vulnérables, afin de prévenir le VIH/SIDA en Belgique francophone. Les activités et les projets de 4 associations ont été mis en perspective. La notion de capacitation a permis de développer une analyse de la mise en œuvre de l'action publique, ancrée dans les faits, tout en étant attentif au contexte dans lequel celle-ci se déroule. À partir du matériau présenté jusqu'ici,
3 pistes seront esquissées dans cette conclusion et vont tenter d'approfondir la problématisation de l'action publique dans ses relations avec la subjectivité. 1. Souligner les changements des manières de faire d'action publique n'est pas neuf, mais cela mérite d'être regardé au plus près de ce que disent et font les individus, et les objets, avec un prisme pragmatique. En effet, il est important d'analyser les formes de coordination et de prendre au sérieux les modalités d'accomplissement des gestes et l'économie des conditions, spatiales, morales, administratives, sécuritaires, etc. Pour penser la subjectivation d'usagers dans l'action publique et la reconnaissance de l'expertise des usagers, encore faut-il analyser finement les modalités d'arrangement, via des dispositifs de travail de permanence médicale ou d'accueil. La fébrilité réelle de la prévention n'annule pas la possibilité de déploiement des stratégies de reconnaissance qui, même entravées, n'en deviennent pas pour autant écrasées. 2. Retenons aussi la dimension expérimentale de ces stratégies d'action publique. La posture a priori est de reconnaître d'abord l'expérience de l'usager en tant qu'individu, puis de l'équiper, modus vivendi, insistant sur le pouvoir de l'individu ou de manière individualisée au cas par cas, espace P. Mais le personnel ne rend pas toujours compte de la correction de la carte cognitive et morale des usagers au sujet de la prévention, flou devant la transmission mère-enfant chez certains migrants, doute sur l'utilité des thérapies chez certaines prostituées, représentation du sida comme construit par l'Occident, etc. Si les associations reconnaissent l'expérience pratique des usagers et présument qu'ils ont des capacités, leur travail consistera aussi à inculquer un devoir moral ou à rectifier une information sur l'usage du préservatif et à renforcer les capacités. Les usagers ne sont donc pas porteurs d'une expertise qu'il suffit d'intégrer et de reconnaître. C'est de la rencontre entre l'usager et l'association, de ce processus qu'émergent les voies d'une expertise, travaillée à partir des expériences des usagers. Il serait plus opportun de parler d'apprentissage à la capacité, rendant compte de la dimension processuelle, expérimentale mais aussi de la présomption, éthique, de capacité qui pèse sur les usagers. 3. Retenons enfin la dimension éthique de la reconnaissance de l'expertise d'usagers vulnérables et ou précaires. Elle se donne à voir avec une critique de la pathologisation et du misérabilisme, pauvre victime, du toxicomane, de l'homosexuel, de la prostituée victime de réseaux pour préférer le vocabulaire du citoyen doté de capacité à agir. Cette dimension éthique traverse les associations et consiste à déverticaliser, à égaliser et à objectiver, pas de moralisation face à l'usager de drogue, mais des informations objectives sur les risques, pas de jugement de valeur sur le mode de vie, la relation à l'usager, tout en assumant une position de professionnel. Ce dernier élément prolonge les débats autour de la psychologisation des politiques, face à la nouvelle question sociale. Convergeant avec certains travaux menés en France par Alain Ehrenberg et par Didier Fassin, on réfute l'hypothèse selon laquelle on assisterait à la montée en puissance des psychologues professionnels. Aucune association examinée ne comprend de psychologue. Si toutes les 4 assument un travail moral et cognitif de mise en confiance et de responsabilisation, c'est plus le signe d'une accumulation d'expérience et de savoir que celui de l'exercice d'une formation certifiée et qualifiante. À cela, on peut ajouter que ces dispositifs procèdent précisément en tendant à charger les usagers de dispositions à agir et à mettre en suspens les catégories du handicap, du pathologique et de la normalité. Sans que l'on puisse négliger pour autant le risque d'une surresponsabilisation individuelle, l'action publique s'y déploie donc plutôt au travers d'une dépsychologisation. En outre, l'étude de cette reconnaissance doit être reliée au régime d'incapacité et d'aliénation dans lequel ces personnes étaient autrefois exclusivement placées et qui coexistent encore aujourd'hui. Cette mise en avant de la capacité renvoie, en plus de l'éthique, à une construction militante, mais aussi à une forme de citoyenneté se déclinant par l'autonomie. Appréhender sociologiquement les relations entre autonomie, expertise et nouvelles questions sociales constitue une belle piste de recherche pour l'analyse de l'action publique. Chapitre 2. Devenir expert. Des toxicomanes partenaires de l'action publique auprès des usagers de drogue à Marseille. Wenola Le Naour. 1. Introduction. Dans le cadre de cette contribution,
Nous souhaitons nous interroger, à partir du cas de la participation des usagers de drogue à une politique de réduction des risques liés à l'usage de drogue, RDR, à Marseille, sur les liens entre les expériences de vie et le besoin d'expertise lié à la mise en œuvre d'une nouvelle politique publique réclamant des savoirs inédits. Sans reprendre stricto sensu la notion nord-américaine d'empowerment, il s'agira de comprendre les effets de la participation à une politique publique sur des individus longtemps disqualifiés et sur le groupe qu'ils entendent représenter. Quelles sont les spécificités d'une association d'usagers ? De quels moyens dispose-t-il pour se faire entendre et pour peser sur les décisions liées au traitement social et sanitaire de l'usage de drogue ? Participer à des dispositifs de politique publique leur permet-il de devenir autonomes, d'accroître leur pouvoir ainsi que celui des usagers qu'ils entendent représenter ? En 1992, une association nationale baptisée Auto-Support des usagers de drogue, ASUD, voit le jour en France et se dote d'antennes dans plusieurs villes. Nous avons centré notre contribution sur le cas de l'association ASUD Marseille. Cette association locale composée notamment d'usagers et d'ex-usagers de drogue naît en 1994 et est rapidement intégrée aux actions marseillaises de RDR. Cette intégration est liée au contexte d'urgence sanitaire que représente l'épidémie de sida chez les toxicomanes en France au début des années 1990. Leurs expériences de l'usage de drogue deviennent des ressources rares. Progressivement, les ASUDiens, membres d'ASUD, parviennent à être reconnus comme des professionnels presque comme les autres. C'est ce processus de professionnalisation et de reconnaissance, dont les résultats sont ambigus, que nous souhaitons retracer ici. 2. De l'auto-support à la santé communautaire, des experts de l'expérience. ASUD Marseille émerge du fait du contexte de mobilisation en faveur d'une mise en œuvre d'une politique de réduction des risques. Les pouvoirs publics se retrouvent face à un problème sanitaire de plus en plus grave, le sida étant en outre une maladie contagieuse. L'ASUD nationale et les ASUDS locales se définissent comme un groupe politique proposant une alternative à la politique répressive de lutte contre la drogue et revendiquant la participation des usagers de drogue aux politiques les concernant. Les ASUDiens revendiquent une forme d'action collective particulière, l'auto-support. Les groupes d'auto-support peuvent être définis ainsi. Bénévoles, ce sont de petits groupes qui se structurent autour de l'entraide et de l'accomplissement de buts spécifiques. Ils sont habituellement composés de pairs qui se regroupent pour s'entraider en satisfaisant à un besoin commun, en surmontant un handicap commun ou un problème de perturbation de la vie, et en provoquant le changement social et ou personnel désiré. Les initiateurs et les membres de tels groupes perçoivent leurs besoins comme ne pouvant être satisfaits par les institutions sociales existantes. Alors que les membres d'ASUD se mobilisent, nationalement et localement, pour développer l'entraide entre usagers de drogue et modifier l'image de ceux-ci, ils sont rapidement associés, notamment à Marseille, aux actions de lutte contre le sida auprès des toxicomanes. 2.1. Promouvoir l'auto-support et défendre les usagers de drogue. Face à une stigmatisation ou un étiquetage social, les individus qui en sont victimes peuvent développer une stratégie collective qui consiste d'abord à se regrouper pour défendre leurs droits et montrer leurs différences, la dernière étape de cette action collective visant à transformer le stigmate ou la déviance en normalité. Le discours d'ASUD vise d'abord à construire une identité, c'est-à-dire proposer une nouvelle définition de la toxicomanie et du toxicomane, puis à se servir de cette identité pour transformer leur stigmate en spécificité puis en différence, et finalement en normalité, et par voie de conséquence faire en sorte que l'étiquetage social devienne tolérance puis indifférence. Cette stratégie est résumée ainsi par le groupe dans son manifeste. La mort dans l'âme, nous sommes amenés aujourd'hui, certes avec détermination. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.